Bonjour à tous. Sur la route d'Etoudi 2018, les évêques donnent des consignes de vote après avoir établi un diagnostic sans complaisance à propos de la malgouvernance au Cameroun. Le portrait robot du candidat idéal a suscité de vives réactions dans la presse. Le journal Mutation souligne que le président de la conférence épiscopale avait déjà demandé au chef de l'État, Paul Biya, candidat du RDPC et président sortant, de ne pas être candidat à sa propre succession. Et le journal Anecdote de renchérit que cette lettre pastorale est loin de faire l'unanimité au sein des évêques du Cameroun. Serait-ce une disqualification de certains candidats au profit d'autres dans cette élection présidentielle? Quelle est la pertinence des critères établis par les évêques afin d'éclairer la lanterne des électeurs camerounais appelés à choisir le troisième président de la République ou de maintenir le président sortant au soir du 7 octobre 2018? Une chose est sûre, la fièvre électorale prend de l'ampleur au Cameroun et Elecam, sous pression, annonce la délocalisation des bureaux de vote situés initialement dans les casernes militaires et les chefferies traditionnelles, l'instance en charge de l'élection qui annonce également l'aménagement des bureaux de vote auprès des réfugiés camerounais ayant fui les violences meurtrières observées dans les régions anglophones. Cette crise sociopolitique qui sévit depuis 2 ans déjà a suscité une mobilisation des élites de la région du Sud-Ouest lors d'un forum qui a suscité plus de divisions que de rassemblements au sein des élites et forces vives de la région du Sud-Ouest, lesquelles ont pris des résolutions, celle de se désengager de ce mouvement de séparatisme et de sécession décrié dans ces régions, également de déplorer l'invasion dans la région du Sud-Ouest des personnalités venues de d'autres régions du Cameroun afin de s'aimer le désordre, mais des voix féminines se sont élevées sur le théâtre de la crise anglophone pour appeler à un retour à la paix, mais aussi de favoriser la rentrée scolaire 2018-2019 sous les auspices d'une paix et d'un dialogue. Ces voix féminines seront-elles entendues? Comment sortir de la crise anglophone alors que le Cameroun s'apprête à vivre une élection présidentielle la plus décisive de son histoire? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse ce dimanche. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses avec des experts de haut niveau, des hommes politiques de premier rang qui sont invités sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition, je reçois sur ce plateau Maître John Froussard. Bonjour. Bonjour monsieur, merci de m'avoir invité. J'espère qu'on va déborder de toutes les questions. Je précise que vous êtes avocat d'expression anglaise, vous êtes également analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Thank you very much. I will do my best to render service to the listeners and to Cameroonians. Effectivement, également présent sur ce plateau, Édouard Fauchivet. Bonjour Édouard. Bonjour. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais, le RDPC, qui est le parti au pouvoir. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci de nous avoir associés à ce débat. Le troisième panéliste ce dimanche est Maître Lavoisier Sapi. Bonjour Maître. Bonjour Cédric et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, qui est désormais la télévision la plus regardée par les Camerounais. Merci. Sur le territoire et aussi de la diaspora. Je voudrais profiter donc pour dire un bonjour à tous ces Camerounais qui font confiance à Equinox Télévision, qui nous regardent, et pour leur dire que le 7 octobre, c'est un tournant pour notre pays. Nous en parlerons. Il ne faudrait pas manquer ce tournant-là. Avocat au barreau du Cameroun et cadre militant du SDF. Et notre quatrième panéliste est bien sûr le consultant sur droit de réponse, Edmond Kambia. Edmond, bonjour. Bonjour Monsieur Noufélé. Éditorialiste à la Nouvelle Expression. Et je reste avec vous pour d'entrée de jeu évoquer cette lettre pastorale qui a suscité de vives réactions depuis sa publication. Quelle en est la teneur, Edmond Kambia? Je salue également tous les copanélistes et ainsi que les téléspectateurs. Sur la teneur de l'appel des évêques du Cameroun, le texte a été signé par le président de la conférence épiscopale nationale, Monseigneur Samuel Cléda, qui est l'archevêque métropolitain de Douala. Sur les éléments essentiels
de ce document, il faut dire que les évêques du Cameroun se sont réunis et ont pris le pouls, je veux dire la température sociopolitique du Cameroun. Ils disent notamment que l'élection présidentielle du 7 octobre va se dérouler dans un contexte sociopolitique particulier, en raison de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en raison de la situation dans l'extrême nord du pays. Vous n'êtes pas sans savoir, avec ce qui se passe avec Boko Haram depuis bientôt 4 ans. Ils évoquent également la situation dans la région frontalière de l'Est Cameroun par rapport à l'impact de la crise centrafricaine sur le Cameroun. Mais en ce qui concerne exactement les candidats, ils donnent un certain nombre de critères qui permettraient aux électeurs rationnels d'aborder cette élection avec beaucoup de sérénité. Ils disent notamment aux électeurs de ne pas se décourager, d'aller au vote, que rien n'est encore fait, de ne pas donner l'impression que les dés sont pipés. Parce que dans le passé, on a souvent assisté à une situation où on décourage les électeurs, on leur donne l'impression que ça n'en vaut pas la peine, que peut-être le président sortant a déjà remporté les élections, qui aurait peut-être fraudé. Ils disent non, il faut aller aux élections et voter les électeurs capables, voter les candidats capables de répondre, de proposer des solutions véritables aux problèmes que connaissent les Camerounais. Et parmi ces problèmes, ils ont cité, je vais citer quelques points qu'ils ont signalés: des électeurs capables de lutter contre la corruption avec efficacité, des électeurs qui tiennent compte, des candidats capables de lutter contre la corruption, des candidats capables de tenir compte du sens du bien commun, des candidats capables de lutter contre le chômage des jeunes, des candidats capables de faire face, de résorber, de juguler la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et justement, ce pan sur la crise anglophone est l'un des premiers critères qui a été évoqué dans la lettre pastorale des évêques. Maître Fru Johnson, les évêques qui sont très préoccupés par cette question concernant la crise anglophone et qui estiment que le prochain président de la République doit avoir en priorité des sujets à traiter, la résolution de cette crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Comment vous analysez cette lettre pastorale? The letter from the bishops is very welcome. It shows how the church, the role the church has to play as far as its Christians and the population of this country is concerned. We have gone through 2 years of civil war, and the present government has categorically refused to talk or to negotiate with the English-speaking Cameroonians. So the new president, if I'm sitting here, the only person that I don't want to talk about is the our president. Mr. Paul Biya is no longer capable of ruling this country. So I will not take sides with anybody, with all the other candidates. I believe, and I think a lot of English-speaking Cameroonians believe, that a new president for this country will be able to sit down and resolve this war situation. Maître Johnson, vous pensez Nord-Ouest and Southwest. Cette lettre pastorale, vous pensez qu'elle s'adresse aux 8 autres candidats à cette élection présidentielle, sans compter le président sortant? It's not just, it is sent to everybody. But my opinion is that the outgoing president has not done anything positive on the conditions that the bishops have given. So the bishops, by excluding the issues, have chosen the rest of the candidates except the outgoing president because he's incapable. Number 2 is too old. Number 3 is too sick. So let him go and rest and allow somebody to come and resolve these issues and put this country back to where it belongs. Justement, Maître Lavoisier Sapi, vous avez parcouru cette lettre pastorale des évêques qui appellent d'abord les Camerounais à se mobiliser
pour cette élection présidentielle et qui évoque un certain nombre de préoccupations sociales, politiques, économiques et sécuritaires qui doivent être les priorités pour les candidats à cette élection présidentielle. Comment vous analysez cette lettre pastorale? Merci. Je vais d'abord dire que l'Église est dans son rôle, le rôle social de l'Église. Parce que si nous revenons aux Saintes Écritures, Dieu n'a jamais abandonné ceux qui souffrent et ceux qui sont opprimés. Quand vous voyez que le peuple d'Israël avait été réduit en esclavage en Égypte, Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Et quand Moïse les a libérés d'Égypte, ils sont arrivés au bord de la mer. Il n'y avait pas moyen de traverser. Moïse s'est à nouveau adressé à Dieu pour dire qu'est-ce que je fais pour que nous ne soyons pas massacrés par l'armée de Pharaon. Et Dieu a ouvert la voie, ils ont traversé. Lorsque l'armée du roi d'Égypte est arrivée, elle a été avalée par la mer. Ça veut dire que Dieu combat ceux qui oppriment. Et c'est ce que les évêques du Cameroun ont compris. Ils ont compris ça pourquoi? Parce que l'Église catholique du Cameroun est mieux placée pour comprendre, parce qu'elle a souffert dans sa chair les affres de la dictature que nous connaissons dans notre pays. Vous savez, les sœurs de Djoum, le révérend Père Angèle Benveng, le Monseigneur Yves Plumet, et tout récemment encore l'abbé Mbassi, tout récemment encore Monseigneur Benoît Mbala. Comment comprendre que tous ces hommes d'église ont été assassinés sans qu'on puisse sans qu'on puisse un jour arrêter les coupables? Est-ce qu'on veut dire que nos services de renseignement sont si faibles que pour un si grand nombre de gens de l'église tués, on ne puisse pas trouver qu'ils sont... Non, les coupables sont tapis au sommet de l'État. Donc, l'église, ayant souffert, a compris que ce régime, ça ne vaut plus la peine. Et a dit dans sa lettre qui a été publiée cette semaine dans la presse qu'il faut tourner le dos au régime de M. Biya. Et c'est logique. Parce que 36 années de pauvreté, de dictature et tout cela, l'Église dit ça suffit. Bon, maintenant, regardez également que la crise du nord-ouest et du sud-ouest, c'est une crise qui est facile à régler et qui aurait été résolue depuis si le gouvernement avait la moindre volonté de résoudre cette crise. Parce que justement, toutes les initiatives qui ont tendu à régler ce problème ont été balayées d'un revers de la main. Et quand le président de la République crée la commission Moussongue, commission pour le multiculturalisme et le vivre ensemble, ce n'est pas en 2018 qu'on va apprendre aux Camerounais à vivre ensemble. On en parlera au cours de cette émission. Je voudrais conclure pour dire que l'Église, la lettre de l'Église catholique aujourd'hui, parmi les confessions religieuses que nous avons, est une Église engagée. D'autant plus engagée qu'il faudra que le nouveau président s'engage à un réarmement moral de notre pays. Parce que quand vous citez on en parlera au cours de cette émission. Justement, j'aimerais aussi avoir la réaction. Moral de notre pays. Permettez que nous puissions prendre la réaction de Édouard Fauchivet sur cette lettre pastorale des évêques qui ont dressé le portrait robot de ce qu'ils considèrent comme les critères auxquels doivent répondre les candidats à même de solliciter les suffrages des Camerounais le 7 octobre 2018. Comment vous analysez ces critères-là? Merci. C'est vraiment cette analyse. Je voudrais d'abord dire bonjour à tous nos militaires qui sont au front et qui luttent pour que le Cameroun continue à être ce pays de paix. Et dire à mes amis de Curtis un très bon bonjour parce que nous discutons toujours pour retrouver cet amour, ce vivre ensemble. La lettre des évêques me gêne. Me gêne parce que de leur analyse et de ce qu'ils demandent, tous les Camerounais savent aujourd'hui, c'est que la lettre des évêques déclare, à savoir les difficultés dans les zones septentrionales, à l'est et dans les deux régions anglophones. Donc, en réalité, je m'attendais plus à ce que les évêques commencent à combattre de l'intérieur. Oui, Maître Lavoisier l'a dit, mais il a oublié de faire comprendre qu'en faisant la lecture biblique, il faut comprendre que ceux qui donnent la leçon doivent être des exemples. Pourquoi la lettre ne mentionne pas la lutte contre la pédophilie, contre l'homosexualité qui envahit aujourd'hui l'Église et dont l'Église
catholique est cette première. Maintenant, quant à leur position par rapport au choix, le choix, ce n'est pas l'Église. C'est une erreur. Et puis, je m'attendais à ce qu'un homme politique de la trempe de Maître Lavoisier puisse dire la lettre des évêques ne peut absolument rien faire au niveau de la mobilisation du choix d'un candidat. Le candidat, l'exclusion, au vu de l'analyse que vous faites, l'exclusion du candidat Biya nous le conforte. Puisque ça veut dire que l'Église, ce que nous avions dit depuis pratiquement 6 mois, à travers l'appel à ce rendez-vous de l'histoire dont les évêques, à travers le cardinal Toubi voulait faire, démontre à suffisance qu'il y avait quelque chose derrière. Ça veut dire que l'Église a fait son choix. Et donc si l'Église fait son choix, l'Église ne peut pas dicter le choix de l'urne. La description, il y a 9 candidats aujourd'hui, la description de ce qui va se passer, le candidat qui sera élu. Pourquoi vous estimez, Edouard Fauchivet, que l'Église a fait son choix? Pourtant, mais nulle part elle a mentionné le nom d'un candidat. Je crois que à travers ce que les 2 avocats ont dit, on a compris parfaitement que l'Église, la lettre s'adressait aux 8 candidats. C'est pas moi qui l'ai dit. Cette question, vous devez la poser là-bas. C'est eux qui ont dit que la lettre s'adressait aux 8 candidats. Et je dis donc, en excluant donc le candidat Biya, le peuple est à l'écoute pour comprendre aujourd'hui, plus que jamais, que l'Église fait son choix. Et l'Église va au-delà de sa mission. Sa mission de prêcher l'amour. Sa mission de ne pas faire ce genre de choix dont vous êtes en train de faire. Parce que dans l'urne, le 7, l'Église sera où? Et c'est pour ça que j'ai dit que je ne me retrouve pas au niveau de cette correspondance des évêques, où l'Église, aujourd'hui, avec l'éthique que nous attendions de l'Église, l'Église a complètement perdu sa vocation. Parce que si on se met aujourd'hui à parler de l'Église catholique, je crois qu'on n'en sortira pas. Justement. Alors que pour le politique, nous savons que ça soit des politiques du nord au sud, de l'est à l'est, le politique est là pour la gestion des affaires, donc qui concernent le peuple. Et il y a toujours, n'est-ce pas, des dysfonctionnements au niveau de chaque gouvernement. Alors, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais l'Église n'a pas l'erreur, n'a pas droit à l'erreur parce que prônant aujourd'hui l'amour et l'égalité. Cette lettre pastorale, Edmond Kamga, est-elle allée au-delà des attentes? Vous venez de suivre l'analyse d'Edouard Fauchivet qui estime que l'Église catholique a outrepassé ses missions d'évangélisation de l'opinion publique et de la communauté chrétienne en choisissant d'ores et déjà, selon ses mots, d'autres candidats en excluant le président sortant. Je ne partage naturellement pas l'avis de M. Fauchivet, puisque dans la lettre, à aucun moment, les évêques n'ont cité le nom d'un leader politique. Exactement. À aucun moment, ils n'ont cité le nom d'un parti politique. À aucun moment, ils ont demandé de voter pour tel ou tel candidat. Ils ont, à partir d'un constat sur la situation sociopolitique de l'heure, sur la situation économique et sociale, pris un certain nombre donner un certain nombre d'indications. Et je vais dire ici que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois que dans une lettre pastorale, les évêques du Cameroun essaient d'éclairer les électeurs dans leur rôle régalien. Parce que dans l'Église, la doctrine sociale de l'Église demande justement aux évêques, qui sont des pasteurs, qui ont un rôle d'enseignant, de montrer le chemin, parce que c'est des guides spirituels. Il y a eu une lettre pastorale en 2011. Il y a eu une lettre pastorale dans le même sens lors des élections précédentes. Donc ce n'est pas nouveau du tout, je suis surpris. Oui, mais pas avec le même ton. Et à aucun moment, jamais, dans une lettre pastorale des évêques du Cameroun, les évêques n'ont demandé de voter pour tel ou tel candidat. Je voudrais mettre au défi, M. Fauchivet, de nous dire quand est-ce que les évêques... Mettre plutôt au défi, c'est lui qui a dit que... C'est son interprétation. Oui, c'est pour ça que c'est pas moi, c'est lui qui a fait. Et Maître Lavoisier l'a repris en faisant comprendre que l'âge du président Biya, c'est lui, il est là sur le plateau. C'est pas moi qui l'ai dit. Et j'ai donc compris que cette lettre, parce que, allez entendre, ils voguent ensemble
Ils voguent ensemble, ils ont la même philosophie. Pour ne pas dire que Maître est engagé politiquement. Oui, donc, mais nous, Maître Lavoisier, moi, nous sommes des engagés directs. Mais lui, il est un engagé informel, mais il supporte l'autre côté. Et il a dit que la lettre s'adresse au oui. Et nous disons que les évêques, même les églises, ont toujours dirigé leurs fidèles vers le choix. Tout à fait. Mais le ton qui a été donné à travers cette correspondance montre à suffisance que les évêques ont fait un choix. Je crois que son analyse est juste. Maître Fouad a fait une analyse juste en disant que le président Biya n'a rien fait à travers la résolution de point. Quand il a dit ça, ça veut dire que la lettre l'exclut. Il faut comprendre ce qu'il dit. Je peux Justement, continuer, monsieur Fauchivet. Je vous en prie. Sur le ton des évêques, dans cette lettre pastorale adressée à la communauté chrétienne et également tous les laïcs et les électeurs camerounais, est-ce que ce ton a évolué contrairement à celui de 2011, là où il également éclairait la lanterne des électeurs camerounais au sujet de l'élection présidentielle? Cela dépend de l'angle par lequel on lit ce document. Pour moi, il n'y a pas de problème du tout. L'Église est restée dans son rôle. Et puis, l'Église, comme par le passé, a demandé aux électeurs de voter pour des candidats qui, par ailleurs, sont capables de préserver l'unité et la paix du pays. Ça, on a oublié de le souligner ici. Sont capables de préserver l'unité et la paix dans ce pays. Mais surtout, des candidats capables d'apporter le bien-être aux citoyens. Et ça, c'est important. L'Église n'est pas hors sujet. L'Église est dans son rôle. Bon, on peut l'interpréter selon qu'on est de tel bord politique ou de tel autre bord politique. Là, ça, je peux le comprendre. Mais à aucun moment, les évêques n'ont donné des orientations politiques en destination de tel candidat ou de tel autre. Ça, c'est important de le souligner. Justement, Maître Fou Johnson, est-ce que cette lettre pastorale exclut le président sortant, candidat du RDPC? C'est du moins le sentiment que vous développez et que conteste Edouard Fauchivet sur ce plateau. Il estime que les évêques ont pris position contre le chef de l'État qui est candidat à sa propre succession. Yes, before I answer, let me make it clear here that the only interest I have in this election is the fact that if we elect a new president, he will sit down and negotiate with the Southern Cameroon. Secondly, let me tell you, the CPDM and its candidate have benefited from the Catholic Church for 36 years. The Catholic Church has always come out with a pastoral letter which favored them. Some favored them, some have been neutral. This one is neutral, but in my analysis, that is my analysis which I did. It is not what the events have written, but my analysis of what I read. This man who has held Cameroonians hostage for 36 years and is 86-year-old and is sick should liberate this country. Should liberate this country. I don't care what I don't. Listen, let me finish. That's my analysis. It's my analysis. That is the same. Secondly, if we have a new president, he'll be able to sit down and negotiate. I'm not talking about dialogue. Negotiate with the Southern Cameroons on this issue, on this war. Do you know how many young people, Mr. Shifa, do you know how many young people have lost their lives, both in the army and in the English-speaking part of the country? Do you know how many young people we have lost so far? Do you care? Do you really care? Et qui est la cause? Do you really care? Qui a pris les armes comme Yeah, because your president declared war on the 30th of November 2017. And that war is being fought up to now. And you can sit here and talk about how the Catholic Church is not in its role. You accuse the Catholic Church of homosexuality. Let me inform you. It's not me. That 90%. Excuse me. Excuse me. You said it. It's not me. You said that. It's the war. That is the qualification of Je vous en prie, Listen Edouard to me. Fauchivet, permettez I à have the floor. Maître Johnson de s'exprimer. 90% of your government, of those who pretend to be government or assimilate, are either in the SEC,
are either in homosexuality. On ne va pas se fondre dans des allégations comme celle-là, messieurs, je vous en prie. Non, c'est lui qui a ouvert la porte. Vous êtes responsable de vos propos. Alors permettez, messieurs, qu'on revienne sur le débat de fond. L'Église catholique ne soutient pas l'homosexuel. Moi, je ne suis pas catholique. Moi, je vous dis clairement, monsieur, que l'Église catholique ne soutient pas l'homosexualité. Restons sur la lettre. Allez dire à ceux qui vous entendent. Maître Fu Johnson, restons sur la lettre pastorale. La lettre pastorale est neutre, mais j'ai fait une interprétation après avoir lu. Justement, juste après vous. Monsieur Bia exclu par les chrétiens de ces pays. Je vous en prie. Il faut qu'il aille à Bomeka. Permettez maintenant à Maître Lavoisier Sapi de s'exprimer. Cette lettre pastorale, selon Maître Fu Johnson, a plusieurs fois dans le passé été favorable au gouvernement et il a rarement réagi à ce sujet. Il estime aujourd'hui que lorsqu'on dresse ce diagnostic sur la malgouvernance au Cameroun, le régime de Yaoundé crie au complot concernant les évêques. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, je pense que les évêques du Cameroun ont écrit contre la corruption. C'est sûr, les presses ont publié leur lettre contre la corruption. Ils ont écrit contre les détournements de fonds publics. Ils ont écrit pour que la bonne gouvernance soit vraiment instituée au Cameroun. Ce n'est pas la première fois que les évêques écrivent. Et ensuite, je pense que quand nous regardons le fonctionnement des églises en Afrique, vous savez qu'au début des années 90, c'est les évêques qui ont conduit les conférences nationales souveraines dans certains pays où ces conférences ont eu lieu. Monseigneur Moussengo au Congo, Brazzaville, au Congo, Kinshasa, etc. Et plus proche de nous, c'est l'Église catholique qui a sorti la République démocratique du Congo de la crise, les accords de la Saint-Sylvestre au Zaïre. C'est l'Église catholique qui a fait ça. Et quand ils ont fait ces accords avec le président Kabila, l'opposition de la société civile, et qu'ils voyaient que Kabila ne respectait pas, l'Église catholique a demandé à ses fidèles de descendre dans la rue, de marcher. Bien sûr. Ils ont marché, les chrétiens catholiques au Zaïre, ils ont été tués, mais l'Église a finalement obtenu que Kabila quitte le pouvoir et que Kabila accepte d'organiser les élections. Voilà une victoire de l'Église catholique au Zaïre. Et personne n'a blâmé l'Église catholique pour ça. L'Église est dans son rôle. L'Église ne peut pas voir son peuple souffrir et se taire. Sinon, cette Église n'aura pas rempli sa mission sociale. Justement. Et je pense que la lettre des évêques du Cameroun, elle n'est pas allée assez loin. Parce que je me serais attendu à ce que les évêques camerounais annoncent que cette lettre soit lue dans toutes les paroisses catholiques du Cameroun. Et qu'on comprenne que les évêques du Cameroun en ont marre du système en place. Oh, ça sera lu. Et qu'il faut que les évêques du Cameroun, donnent des instructions, qu'on ne vote pas le RDPC, qu'on vote l'opposition, afin d'amener l'alternance dans notre pays. Je le dis. Il a dit. Je le dis parce que... Alors justement, est-ce que l'Église catholique... Je vous en prie. Je le dis parce que quand vous avez un diplômé de l'enseignement supérieur, qui a son master 2, qui fait 5 ans à la maison, et qui va à l'église, il ne peut pas être un bon chrétien, quand il n'a pas de travail. Quand vous avez un père qui ne peut pas envoyer ses enfants à l'école parce qu'il ne travaille plus, il ne peut pas être un bon chrétien. Quand vous avez une maman qui ne peut pas aller au marché, qui ne peut rien payer au marché parce qu'il y a l'inflation, elle ne peut pas être une bonne chrétienne. L'Église catholique doit se battre pour mettre le chrétien dans la possibilité de bien vivre et ensuite d'adorer Dieu dans de bonnes conditions. On y va affamé n'a point d'oreille. Justement. Donc, moi je pense que l'Église catholique est dans son rôle de prêcher contre les mots. L'Église a cité les mots, la corruption. La corruption est dans le sang des Camerounais. Qui a introduit la corruption dans notre pays? Les détournements de fonds publics, c'est devenu le sport favori de tous ceux qui gèrent la fortune publique. Certains, les malchanceux sont en prison. Vous avez oublié aussi beaucoup de chanceux sont encore là. Ils sont en train de manger ce qu'ils ont détourné. Le chômage des jeunes, le chômage massif des jeunes. Est-ce que vous savez, dans ce pays, je ne prends que le domaine du droit que je connais. À une de vos émissions, je vous ai dit qu'il y a 187 huissiers de justice formés par l'État du Cameroun qui attendent les charges depuis 24 ans. Et il y a plus de 200 charges vacantes, on ne les a jamais nommées. Et nous avons une faculté de droit à Tchang, on en a à Douala, on en a à Boya, on en a à Ngaoundéré, on en a à Yaoundé 2, à Soa. Vous savez combien de diplômés en droit sortent de nos facultés chaque année? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour eux?
alors que l'ENAM ne prend que 50. Justement, face Alors, à ce le chômage tableau, massif des jeunes, face à ce tableau, c'est Maître le Lavoisier gouvernement Sapi, qui crée tout ça, et je pense Alors, qu'il est temps de est-ce que- passer la main et de balayer ce système, comme l'Église le recommande, pour que nous ayons que le Cameroun reparte sur de bons pieds. Et Justement, surtout, la lettre- nous avons besoin, Je vous en nous prie. avons besoin pour cela d'un président qui est nationaliste. Cette système lettre de- pastorale un qui a nationaliste. été rendue publique par les évêques du Cameroun, dans cette lettre, ils ont fait un diagnostic de la situation sociale et économique du Cameroun, et c'est un tableau sombre qui a été dressé. Est-ce que c'est ça que redoute le gouvernement, les pouvoirs publics, de voir son bilan être exposé ainsi et qu'il ne soit relevé que des aspects négatifs qui vont jouer en sa défaveur durant cette élection Mais présidentielle? c'est-à-dire que je continue à vous faire comprendre que la description, puisque c'est une description de Patrice, on a peint la société telle qu'elle est aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin que les évêques nous disent c'est que aujourd'hui il y a le chômage au Cameroun, qu'il y a ceci. Je dis tout à l'heure, lors de ma première intervention, que nous connaissons les dysfonctionnements. Dans chaque gouvernement, il y a des dysfonctionnements. Nous ne sommes pas là pour dire que nous avons réussi. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail en termes de projection. Et vous savez parfaitement que même à notre niveau, au niveau simple, lorsqu'un budget est engagé, il y a des éléments endogènes et exogènes qui peuvent influencer l'évolution. Nous n'avons pas besoin de vous dire aujourd'hui que nous traversons depuis pratiquement 20 ans une crise au niveau mondial. Par contre, je crois que vous avez suivi les deux analyses puisqu'il faut dire des membres du SDF, puisque à suivre les deux avocats sont du SDF. Et donc, je crois que vous êtes du SDF. Donc, je crois que l'analyse qui a été faite aujourd'hui montre à suffisance que les évêques, on peut taxer les évêques aujourd'hui des militants de partis politiques, à eux de choisir leur parti, au vu de ce que Maître Lavoisier a dit. Mais je voulais simplement, dire ceci. Il faut que le 7, les Camerounais choisissent. Nous sommes tout à fait d'accord. On a retenu 9 candidats. On ne va pas, au vu de la description faite par les évêques, on ne va pas faire appel à un candidat qui pense que la fermeture des écoles est une chose, qui pense qu'on peut multiplier aujourd'hui le SMIC par 5 sans connaître ce qu'on appelle les variables économiques. Si on entre aujourd'hui, ne serait-ce que sur ce que le SDF a présenté, on peut dire aujourd'hui qu'on a 8 candidats au lieu de 9. Nous n'entrons pas dessus. Mais restons sur les critères. Le peuple restons sur les critères. Et les critères, je vous en prie. Est le meilleur programme. Restons sur les critères, messieurs, restons sur les critères des évêques. Et les critères des évêques, donc, montrent où aucunement nous n'avons vu une partie, la description des évêques montrant aujourd'hui la lutte que nous avons engagée dans le cadre aujourd'hui de l'internationalisation économique, montrer la place de choix que le Cameroun garde. Par contre, il est facile de dire que celui qui a le Master 2, il y a 182 charges en attente d'être intégrées, c'est très bien. Mais il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les évêques commencent d'abord par balayer à l'intérieur de leur maison. Je pense qu'il y a 2 semaines, vous avez suivi le pape en train de faire la lutte infernale contre l'histoire de pédophilie, dont les évêques sont les maîtres au niveau de Rome. Ce n'est pas moi qui dis. Et c'est pour ça que je disais à Maître Fou tout à l'heure qu'il est bien beau de dire que balayez devant votre maison, mais vous oubliez que l'Église catholique, qui devait prêcher l'amour, qui devait prêcher l'éthique, est en phase aujourd'hui avec les autres gouvernements, vous avez suivi, de la destruction d'une jeunesse montante. Justement, j'ai dit ça. Vous oubliez de dire que Maître Lavoisier Sapi permettait à Edouard Fauchivet de s'exprimer. Permettez-lui de pouvoir dérouler. Maître Lavoisier Sapi. Maître Lavoisier Sapi, permettez-lui de s'exprimer. Edouard Fauchivet, vous avez la parole. C'est l'Église catholique. Edouard Fauchivet, vous avez la parole. Quand l'Église catholique, Maître Lavoisier Sapi,
vous trouvez que c'est bon. Maître Lavoisier, les évêques du Cameroun osent critiquer, Maître vous trouvez qu'ils sont des Maître diables. Lavoisier, C'est pas normal. Maître Lavoisier, Vous n'aurez pas dû faire venir Maître le Lavoisier, secrétaire. vous ne pouvez pas Edouard Fauchivé, vous avez la parole. Je tiens à vous dire que vous avez commencé votre analyse aujourd'hui en prêchant l'éthique biblique, mais vous avez oublié que aujourd'hui, nous ne devons pas, en tant que peuple africain, si nous remettons l'histoire des églises, vous allez comprendre que toute la mauvaise gouvernance aujourd'hui vient des églises. Je voudrais donc vous dire, ne parlez plus des églises aujourd'hui parce que l'histoire montre que les églises ne sont pas venues nous amener vers Dieu parce que nous avons une tradition aujourd'hui de la croyance. N'entrons pas dans ce débat. Par contre, nous voulons tout simplement dire que l'église fasse son travail, mais que l'église n'amène pas, parce que vous avez douté en disant qu'il faut à tout prix que ces correspondances soient lues donc au niveau des fidèles. Ça ne changera absolument rien le 7 parce que on ne vote pas à travers l'église, on vote à travers les programmes, on vote à travers ce que le candidat présente. L'église ne peut être que une voie de conseil, mais les programmes, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, s'il faut rester dans le programme, ce que vous proposez au Cameroun aujourd'hui, ce n'est que de rêve. Justement, que de rêve. Après votre analyse, Edouard Fauchivé, il y a un problème qui a été relevé dans la presse cette semaine concernant les dissensions au sein de la conférence épiscopale nationale. Certains journaux ont relevé que des évêques ne sont pas tous d'accord avec le contenu de cette lettre pastorale, Edmond Kambia. Avant de répondre à cette question, je vais réagir un peu à une des sorties de M. Fauchivé. Il a tendance à revenir sur le fait que l'Église catholique doit balayer autour de sa propre porte. Et il cite abondamment des problèmes de pédophilie et d'homosexualité. D'abord, il faut dire que l'Église condamne la pédophilie et l'homosexualité. Et l'Église la condamne tellement, avec tant de force, qu'elle met exactement la propriété dans sa propre maison. C'est la raison pour laquelle le pape François et même ses prédécesseurs, Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François actuel, luttent fermement contre la pédophilie et l'homosexualité. Et c'est pour cela qu'il a même demandé pardon à toutes les victimes de la pédophilie. Des églises catholiques. Dans l'église, qui aurait été commis par les serviteurs de l'église. Il l'a fait. Je dis, il a demandé pardon pour cela. Très bien. Et c'est un signe d'humilité. Et il faut apprécier cela à sa juste mesure. Donc, ce n'est pas l'objet du débat. Il me semble que ce n'est pas l'objet du débat sur ce ça devait plateau. faire partie. Mais il faut dire que l'église est cohérente, historiquement, est cohérente dans ses propos, dans ses analyses. Et si l'on reste sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, sur les critères de choix, il y a même un des critères qui est également important, qui dit que voter pour les candidats qui ont la maturité politique pour régler les crises politiques, économiques et sociales du Cameroun. Et pas faire. C'est important. Ouais. Mais quand je sors ce critère important pour que vous compreniez. Ce critère, est-ce que ce critère exclut le président sortant? Mais c'est eux qui disent, c'est pas Est-ce que moi. ça l'exclut? Ce critère n'exclut pas le adressez-moi président sortant. la Quelqu'un qui a la nous maturité n'avons pas politique droit à pour nous régler l'analyser. les crises politiques, économiques et sociales. Adressez-moi à Lavoisier. C'est à vous que je m'adresse. Pour vous dire que ce texte est neutre. Mais c'est Chacun Lavoisier des qui a candidats dit. peut se retrouver dans ce texte. Mais c'est Lavoisier qui a dit que Ce texte dit également qu'il faut préserver la paix et l'unité du pays. Et c'est ce qu'on fait depuis. Et la frontière. Oui. C'est pour ça que j'ai salué nos soldats. L'intangibilité des frontières. J'ai salué les nos évêques soldats. l'ont dit. J'ai Mais salué nos Edmond, soldats. Exclu Paul Biya. Edmond Mais c'est- Kambia, c'est Soyons la- sérieux. je vous en prie, monsieur. Edmond Permettez Kambia, que c'est je la réponde- voisine permettez qui maintenant exclut. que je réponde à cette Edouard question. Fauchivé. Je voulais vous rassurer que ce texte, l'appel des évêques est neutre. Ce sont des critères objectifs sur lesquels chacun des candidats peut se retrouver. Mais ces critères objectifs ne font pas l'unanimité au sein de la conférence épiscopale. Certains journaux ont révélé cela, l'anecdote et la météo ont évoqué les non-dits de la lettre pastorale et le fait que certains évêques sont en désaccord avec ces différents critères, ce portrait robot du candidat idéal pour être élu 3e président de la République. Vous savez, c'est très facile de dire que certains évêques sont contre le texte qui a été unanimement adopté par les évêques. Ouais. J'aurais aimé lire dans ce journal les propos d'un évêque qui s'est désolidarisé officiellement contre l'appel des évêques.
Nulle part, vous ne verrez un évêque du Cameroun accorder une interview, indiquer qu'il est contre le texte qui a été signé par l'ensemble des évêques du Cameroun, à travers lequel Monseigneur Samuel Kleda, en qualité président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, a signé. Je ne connais pas un seul évêque du Cameroun qui s'est officiellement désolidarisé de cet appel. Par contre, dans les analyses et les supputations, on peut comprendre que ce journal, qui a une ligne éditoriale en faveur du régime, puisse tenir de tels propos. C'est pour dire quoi? Vous savez, il y a eu beaucoup de débats sur ce plateau sur le fait que les évêques ne s'entendraient pas. J'ai dit non. Comme dans toutes les familles, il y a des gens qui peuvent avoir telle opinion ou telle autre opinion. C'est-à-dire des opinions qui peuvent diverger. Mais à la fin, ils s'entendent sur le document final. Et c'est ce qui s'est passé avec la lettre des évêques. Ils se sont entendus sur ce document final. Il y a eu beaucoup de débats sur les termes, sur le vocabulaire, sur les mots à utiliser pour parvenir à ce texte que j'appelle consensuel. Ce texte, il est consensuel. Justement, un texte consensuel et l'Église catholique, Maître Fudjonso, qui s'invite dans cette élection présidentielle, quel rôle peut-elle jouer après cette lettre pastorale qui suscite de vives réactions sur ce plateau? I don't expect the bishops to play any political role. All what is going to happen is that communique will be read in all the parishes. It's an advice to their Christians and to Cameroonians in general. And that is welcome at this time, and at this time that we are passing through what we are passing through. I find it very, very offensive for CPDM members on this plateau to think that after 36 years that you've had the support of the Catholic Church, you come here and insult the church, talk about pedophilia, talk about homosexuality, and consider the church. Say this: the other Christian denominations are not free from the vices that the Catholic Church is accused of. The difference is that the Catholic Church comes open, and you, the pastors of different other groups, you hide your claws, and nobody hears you. Look, this election does not interest me. What interests me is that a new president is elected so that they can sit down and negotiate with the Southern Cameroon. Because this man, this old man, and his old cabinet is incapable of negotiating. Like you. Thank you very much. Maître Lavoisier s'appuie sur l'influence de cette lettre pastorale sur la décision des Camerounais durant l'élection présidentielle. Certes, il y a la campagne électorale qui est annoncée, durant laquelle les différents candidats à cette élection vont présenter leur programme. Et les évêques ont insisté sur cet aspect que les chrétiens, les électeurs camerounais doivent se concentrer et s'intéresser au programme et aux projets politiques, économiques et différents projets sociaux présentés par ces candidats. Oui, je pense que l'Église catholique du Cameroun a un rôle fondamental à jouer dans cette élection. Un rôle fondamental à jouer parce que l'Église catholique du Cameroun a de nombreux fidèles qui sont électeurs. Première chose. Et ces électeurs peuvent suivre les recommandations de leur Église. Deuxième chose, dans la surveillance des élections. L'Église catholique du Cameroun s'est toujours impliquée dans la surveillance des élections à travers la commission justice et paix. L'Église catholique, j'ai été l'un de ceux qui avons participé à la formation des observateurs de l'Église catholique qu'ils déploient généralement dans toutes les régions de l'Ouest. Nous avons contribué à former ceux qui vont superviser les élections pour l'Église catholique. Donc vous savez que l'une des méthodes et les fraudes les plus utilisées au Cameroun par le régime RDPC pour avoir des victoires faciles, c'est les fraudes le jour des élections. Si la surveillance des élections est défaillante, il n'y a rien à attendre. Et l'Église catholique joue précisément un rôle important. Et les rapports de l'Église catholique, qui vont souvent dans les organismes internationaux pour susciter des réactions de désapprobation de notre système électoral,
ont eu un rôle assez influent sur l'amélioration du processus électoral. Donc l'Église catholique joue un rôle. Maintenant, lorsqu'elle recommande à ses fidèles de bien regarder les programmes, je voudrais dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à un mois pratiquement de l'élection présidentielle. Sur 9 candidats, 8 ont publié leur programme. Un seul n'a pas encore publié le programme, c'est le RDPC. Je n'ai pas encore vu le programme du RDPC. Et le seul programme du RDPC, c'est Biya. Oui. Ça se résume en la personne de M. Biya. Qu'est-ce que, pour cette élection 2018, le RDPC propose aux Camerounais? Vous pouvez critiquer que le SDF va fermer les NAM, ça vous inquiète, je comprends. Les NAM et la résurgence, c'est le colonialisme à ciel ouvert, en plein XXe siècle. On dit on va mettre fin à ça. Le SMIC, Joshua aussi a expliqué comment on va passer de 36 000 actuels à 160 000. Et il a expliqué, parce que je ne comprends pas comment est-ce que on peut acheter 12 véhicules à 700 millions pour une commission Moussonga qui ne vaut rien. 700 millions, est-ce que vous savez combien de fonctionnaires ça peut payer? On a vu récemment dans les réseaux sociaux un élève qui vient d'entrer dans une école de formation, sa maman lui paye un véhicule à 130 millions. Élève qui est encore dans une école de formation, on lui paye. À quoi ça va servir ce véhicule? Vous voyez comment les finances publiques sont pillées. Ça, c'est pour la dernière actualité seulement. Pour dire que le programme du candidat Joshua aussi, c'est le meilleur programme de tous les programmes qui sont actuellement en circulation. Oui. Alors, et lorsqu'il explique, je vous en prie, permettez, on n'est pas encore en campagne électorale, le Cameroun l'Église catholique et son influence dans cette élection présidentielle, comment vous la prévoyez, comment vous l'analysez? Non, mais c'est dit que je ne suis pas comme Maître Fou et Maître Lavoisier, les membres du SDF, qui ont eu une vision, pour leur problème aujourd'hui, c'est l'âge du président Biya. Vous parlez, quand vous parlez, il faut... C'est pas l'âge, je n'ai pas parlé d'âge. Moi, j'ai parlé de l'âge. Moi, j'insiste là-dessus. Messieurs, je vous en prie, Edouard Fouchivé a la parole, permettez-lui de... Je dis donc que vous avez particulièrement, vous avez un problème. Et quand on nous voit autour de ce plateau, je vous respecte parce que vous êtes un aîné au-delà, vous devez être dans la zone avec Biya. Mais vous, voilà, en train de discuter avec moi par rapport... Je dis donc que... Moi, dans l'âge de Biya, je dis vous rigolez, je ne suis même pas 70, hein, monsieur. Voilà. Mais vous devez déjà vous reposer aussi. Voilà. Et toi, vous croyez que vous êtes plus jeune que moi? Restons sur le débat de fond. Vous croyez que vous êtes plus jeune que moi? Restons sur le débat de fond. Vous voyez, sur la 26 ans, c'est trop. 36 ans de règne, c'est trop. Il faut que dire à ton père là de rentrer en domaine. Je vous en prie, permettez à Edouard Fouchivé de s'exprimer. Vous avez vu quand vous parlez à un jeune comme moi, vous êtes touché là. Le vieux jeune. À présent, le débat de fond, je vous en prie, messieurs, on avance. Je voulais donc dire que l'élection présidentielle, c'est un homme face à son peuple. C'est un homme, c'est un candidat qui expose aujourd'hui la recherche du bien-être de la population. Et donc, cette lettre, comme nous avons dit, chaque fois, l'Église évangélique du Cameroun fait la même chose, mais nous avons parlé du ton cette fois-ci. Et lorsque j'ai dit ça, quelle influence à travers votre question? Je ne trouve pas. Maître Lavoisier, vous savez, le SDF a cette manière, dès que vous jouez un peu et qu'ils sentent que vous allez de leur côté, et eux tous se dirigent. Aujourd'hui, c'est l'Église qui supporte maintenant la philosophie du SDF. Vous comprenez quand Maître Lavoisier... Mais c'est normal. Lavoisier a des... Messieurs, permettez qu'il s'exprime. L'influence... Cette note ne peut absolument pas influencer le citoyen qui va dans l'urne pour mettre son enveloppe. Mais aujourd'hui, ce que nous attendons, et d'ici le 24, nous serons, c'est la présentation des programmes qui permettent aujourd'hui aux Camerounais, tant des vieux comme maître que des jeunes, pour permettre maintenant de voir qui mange depuis longtemps. Si celui-là peut porter le Cameroun, pas seulement en termes de la gouvernance locale, mais de la gouvernance internationale. Voilà, ça, et c'est important. Lorsque j'ai dit ça, vous voyez que c'est vrai que nous sommes en train de parler de programmes.
lorsque le président est en train de continuer à mener le Cameroun dans le cadre de l'internationalisation économique, il est ainsi en train de débattre pour le bien-être encore des Camerounais. Même si vous ne le votez pas le 7, il continue à faire. Il est ainsi en train de chercher l'argent pour acheter les armes. Permettez, messieurs, les armes pour nous tuer. Maître Fu Johnson, vous êtes responsable de vos propos. Je vous êtes en prie, responsable. sur les déclarations que vous faites. Je suis responsable. Permettez maintenant à Edmond Kamgab de s'exprimer sur la question de l'influence de la conférence épiscopale sur cette élection présidentielle tant attendue, l'une des élections qui charrie le plus de réactions. On voit cette fièvre électorale qui monte. On voit comment cette lettre pastorale a davantage suscité et alimenté les débats dans les chaumières politiques. Comment vous entrevoyez l'influence de la conférence épiscopale dans cette élection-là? Nous voyons bien à travers ce débat qui montre bien l'importance de la lettre pastorale des évêques du Cameroun. Et historiquement, je l'ai dit et je l'ai rappelé, l'Église a toujours publié des lettres pastorales à la veille des élections. Et à des moments forts de la vie sociale et politique. Il y a eu, dans le passé, il y a une vingtaine d'années, une lettre pastorale contre la corruption. Et à l'époque, c'était vraiment une lettre pionnière de la lutte contre la corruption au Cameroun. Il y a eu une lettre pastorale contre le tribalisme au Cameroun. Il y a eu une lettre pastorale pour la justice et la paix au Cameroun. Il y a eu plusieurs lettres pastorales sur des questions sociales, politiques et économiques pour amener le gouvernement et la société à évoluer dans un sens positif. Donc on ne peut pas nier l'influence des lettres pastorales des évêques du Cameroun chaque fois que ces lettres sont portées, sont adressées non seulement aux fidèles, mais également aux personnes de bonne volonté et à l'ensemble des citoyens, des compatriotes. Et on le voit bien, l'influence est réelle. Et je peux vous assurer que chaque fois qu'une lettre pastorale est publiée, elle est annoncée et publiée dans les paroisses. Et ça va se faire. Parce qu'il s'agit d'aider les fidèles à faire un bon choix. Et je rappelle ici que les évêques jamais n'ont dit de voter pour un candidat nommément cité. Jamais. Jamais ils n'ont dit de voter pour un parti politique nommément cité. L'Église est suffisamment responsable pour ne pas empiéter dans un domaine qui n'est pas le sien. Elle se contente de son rôle de guide. Son rôle social qui est prévu dans la doctrine sociale de l'Église. Les pasteurs, les prêtres, les évêques, les archevêques, les cardinaux ont ce rôle-là. Ils doivent guider le peuple vers des bons choix. Faire des bons choix pour la société, pour le bien-être des citoyens, pour la bonne gestion du bien commun. Ils le disent encore dans leur texte. Il faut voter pour un candidat qui peut apporter une solution pour le bien, pour la bonne gestion du bien commun. Et qui connaît le sens du bien commun. Et précisons que la conférence épiscopale a également plaidé en faveur des élections libres, transparente durant le 7 octobre 2018 et l'une des conditions de la transparence, c'était le retrait des bureaux de vote dans les casernes militaires après des multiples revendications des partis de l'opposition. Et l'ECAM a annoncé ce retrait, cette délocalisation des bureaux de vote situés initialement dans les casernes militaires. Avec vous, Maître Lavoisier-Sapi, comment avez-vous réagi à la suite de cette annonce de la délocalisation des bureaux de vote? Oui, je dois dire que c'est une victoire de plus du SDF dans le démantèlement de la fraude électorale mise sur pied par le RDPC. Parce que la décision DPC, parce que la décision du directeur général, du président du conseil électoral de l'ECAM vient désavouer le directeur général de l'ECAM et les délégués régionaux de l'ECAM du centre et du littoral. Parce que les responsables du SDF dans ces deux régions ont saisi les démembrements régionaux du centre et du littoral, des correspondances pour dénoncer la présence des bureaux de vote dans les casernes militaires et les chefferies traditionnelles. Parce que ça revenait pour la première fois, les chefferies traditionnelles. Et les réponses qu'ils ont reçues sur instruction du directeur général, nous disait au SDF que ces bureaux seront maintenus parce que, disait-il, la loi électorale dit que les militaires doivent s'inscrire là où ils sont de service, à savoir dans les casernes militaires. Mais je pense que c'était mal interprété l'article 96, alinéa 4 du Code électoral, qui dit que le bureau de vote,
tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public. La caserne militaire est régie par une loi spéciale. Ce n'est pas un lieu public. Et cette loi, elle date de 2001. C'est les ordonnances signées par le président de la République qui réorganisaient l'armée. C'est un lieu de sécurité, des casernes militaires. Vous ne pouvez pas entrer dans une caserne militaire comme si vous allez à un tribunal. Vous ne pouvez pas entrer dans une caserne militaire comme si vous allez dans un marché ou dans une école. Ce n'est ni un lieu public, ni un lieu ouvert au public. Et les militaires qui sont dans les casernes sont astreints à une certaine discipline. Les civils, non. Alors, nous avons vu au cours des précédentes élections que les bureaux de vote qui sont situés dans les camps militaires, généralement, le colonel est à côté de l'urne. Et les militaires doivent lui montrer le bulletin avant de le mettre dans l'urne. Ça, c'est des choses que les représentants de l'opposition dans ces bureaux de vote n'ont pas réussi à combattre. Parce que le colonel est là, il est avec son arme. Et si vous vous amusez, on vous éjecte hors du bureau de vote sans aucune... Ça ne vous ressemble pas ça, mais... Bien plus. Vous savez, le maintien des bureaux de vote dans les casernes militaires est une fraude parce que c'est influencer psychologiquement le militaire, qui n'est plus libre de voter qui il veut. Parce que si dans une caserne militaire, le régime au pouvoir a perdu une élection, immédiatement les responsables de cette caserne militaire sont sanctionnés. Et ils prennent, connaissant l'attachement que certains de nos camarades attachent au pouvoir, je pense qu'ils font... Il y a d'autres décisions qui ont été prises par les CAM, oui. Je voudrais dire que je vais faire un peu comme Thomas. Parce que je ne suis pas sûr que effectivement ces bureaux de vote seront délocalisés. Mais le SDF reste vigilant et le SDF va se battre pour que ces bureaux de vote ne soient pas effectivement maintenus. Autre préoccupation à laquelle les CAM dit avoir apporté des réponses, c'est l'aménagement des bureaux de vote dans les zones où se trouvent les Camerounais réfugiés et déplacés dans les régions anglophones. Maître Foudionso, vous qui êtes un analyste politique, il y a une volonté de la part des LECAM de permettre également à ces Camerounais déplacés de pouvoir exercer le droit de vote le 7 octobre 2018. S'il vous plaît, avant qu'il ne réponde, je voudrais lui donner une information. Et LECAM, dans le nord-ouest, a réduit le nombre de bureaux de vote de 2100 à 240. Oui, moi j'ai cette information. Ça, c'est extrêmement grave parce que les gens vont partir de Woum pour aller voter à Woum. Permettez à Maître Foudionso de s'exprimer sur la question. Laissez-moi s'exprimer. Are we telling the Cameroonian public that you go to Nigeria where you have 60,000 Cameroonian refugees and put a polling station there? Is that what you're trying to tell? Is that what LECAM is trying to say? Are we saying that those who now live in the bushes, the Amazonian forces will allow you to carry the box and go to the bush and put it there so that those people can vote? Are you telling me that people who are running away from the army, and some of them are found in Douala and in Yaoundé, you'll put a special box for them to vote? We will live to see that. I want to make this clear that if the opposition does not fight, like we thought in 1992, if you don't fight, even moving those boxes from the military camp and from the chiefs' palaces, these people will still fraud. Because what they do is, when they leave the polling stations, they go into the sous-prefect's office, they prepare new bulletins. I am telling you that the opposition has to mobilize and fight. Otherwise, CPDM will still fraud this election. And that is what is happening. If you don't know, there will be no elections in the Northwest and Southwest. That is what I have analyzed and seen, that there is no way that under those war conditions, you will go and put a polling station and somebody will stand there and vote without being heard. Sur la décision de l'ECAM de délocaliser ces bureaux de vote hors des casernes militaires, Édouard Fauchivet, comment vous appréciez cette décision du Conseil électoral
après des multiples revendications de certains partis de l'opposition? Au vu de la démonstration juridique que vient de faire Maître Lavoisier, je crois que ça tient. Mais il faut s'inquiéter seulement. Parce que, vous savez, la particularité des casernes, c'est que généralement les militaires votent avant. Ça, c'est ce que Maître a oublié de dire. Les militaires votent, je crois, un jour avant le jour d'élection. C'est dans la loi? Généralement. Ouais, c'est dans la loi? Si, ouais, tu vais. Il ne devait pas. Oui, ça c'est la fraude. La fraude. Ouais, soyez un peu. Vraiment votre âge. Mais quand un Dieu comme vous dit des choses comme ça, sans regarder la loi est claire. Voilà le code électoral. Ça ne dit pas que. Laissez-moi expliquer, monsieur Fou. S'il vous plaît. Apprenez à comprendre. Vous êtes un avocat. Allez-y, le militaire vote avant. Je dis ça pour frauder. Je dis, généralement, les casernes, je dis, peut-être vous ne savez pas, apprenez à comprendre, les casernes, les unes dans les casernes permettaient aux forces de voter, afin de jouer leur rôle donc de sécurisation et d'encadrement. C'est de ça que je voulais parler. Maintenant, au vu de ce que vient de dire Maître, ça n'enlève absolument en rien, c'est normal, aujourd'hui, surtout qu'il faudrait, plus que jamais, que les militaires, parce que si les militaires sortent des casernes, vous avez oublié, Maître, de dire que les casernes constituent une zone spéciale, vous l'avez dit. Mais vous oubliez de dire que sortir les militaires pour aller voter vers certains bureaux de vote, ça peut constituer aussi quelque chose, puisque vous dites qu'il ne faut pas qu'ils se mélangent. Je prie seulement, comme vous avez dit, comme Thomas, qu'il n'y aura pas de problème. Par contre, là où je voudrais vous reprendre, Maître, c'est que il vous souvient, peut-être vous n'étiez pas à ce débat, j'étais avec le ministre du Tchad au cabinet, qui se félicitait du fait que vous avez gagné dans les casernes. Et quand vous dites aujourd'hui qu'un colonel avait l'arme pour voter, non, je crois que les rapports, si vous êtes arrivé aujourd'hui à faire en sorte que les urnes ne soient plus dans les casernes, ça ne profite pas seulement au SDF, ça profite aux Camerounais de comprendre qu'on avance. Et aujourd'hui, je dis, si c'est votre débat, si vous l'avez réussi, ça prouve effectivement que nous sommes dans la démarche de la bonne gouvernement. Ça ne me dérange pas. Par contre, pour les unes vers les régions anglophones, les zones où se trouvent les réfugiés. Les réfugiés, il faudrait qu'elle réfléchisse très bien. Parce que par rapport à ce qu'on disait, il faut qu'il y ait une sécurité. Parce que ceux qui se sont déplacés, il faut trouver un moyen d'y aller, de s'approcher. Ils ont leurs cartes. Combien ont des cartes pour que demain, que ça ne devienne pas une zone de contestation. C'est pour ça, Maître, quand vous dites qu'on est parti de 2000 à 280, vous comprenez parfaitement que 240, vous comprenez qu'elle est quand même restée dans le cadre dans le cadre du mouvement. Non. C'est parce que l'armée camerounaise n'arrive pas à assurer la sécurité en dehors de Bamenda. Oui, mais c'est sûr. En dehors de Bamenda, l'armée n'arrive plus à assurer la sécurité dans les autres zones. Oui, mais et les Camerounais qui sont là-bas, comment on va les déplacer pour voter? C'est extrêmement grave. Les Camerounais qui sont à Woum, à plus de 100 km de Bamenda, comment ils vont faire pour voter? Ou bien ceux qui sont à Kumbo, à 270 km de Bamenda. Je répondais à Cédric en disant que les unes qui vont aller vers la partie déplacée soient très bien sécurisées pour que ce résultat soit très bien comptabilisé. Non, et puis, Maître Fonso a dit quelque chose de fondamental. On retrouve plus de 900 000 anglophones dans les zones francophones, dissimulés dans la population. Il y en a à Ebolova, il y en a à Kribi, il y en a au nord, il y en a à Bafoussam, il y en a à Douala, il y en a à Yaoundé. Comment vous allez faire pour que ces Camerounais anglophones qui sont inscrits dans les zones anglophones, comment vous allez faire pour qu'ils votent? Ils sont souvent inscrits dans les zones anglophones. Donc, vous comprenez ce que vous avez dit? Oui, les gens déplacés, les déplacés internes. Non, les déplacés internes, monsieur. Les gens qui ont quitté la guerre, les gens qui ont fui la guerre pour aller se réfugier. Justement, comment on va faire pour qu'ils vous en prie, Edmond Kanga. Donc c'est des gens, et je voudrais dire que ces Camerounais qui sont exclus du processus de vote, le SDF s'est réuni. Et le SDF a adressé une lettre au président du conseil électoral d'Elections Cameroun pour lui dire qu'il faut
régler le problème anglophone avant les élections, pour permettre à ces messieurs de rentrer chez eux et de voter chez eux. Parce que le refus de régler la crise participe de la stratégie du RDPC de frauder cette élection. Et vous savez qu'en matière d'élection présidentielle, il y a une circonscription unique qui est le territoire national. Donc s'il y a une région ou deux régions qui n'ont pas voté, monsieur le président, est-ce que ce sera un président légitime? Est-ce que ce sera un président qui aura été on en parlera, mais par monsieur, permettez d'abord à Edmond Kamgia d'analyser la situation actuelle concernant cette décision du Conseil électoral de délocaliser ses bureaux de vote, également d'annoncer des stratégies d'aménagement des bureaux de vote dans les zones en conflit. Et là, on voit qu'il y a d'importantes réserves qui sont émises par les partis de l'opposition dont les candidats sont en lice pour cette élection présidentielle. Edmond Kamgia. L'idéal aurait été que la crise anglophone ait trouvé une solution avant l'élection présidentielle. Mais est-ce encore possible? That's the question. Je pense que ce sera difficile dans le contexte actuel de concrétiser le scénario de la résolution de la crise avant l'élection présidentielle, tel que le gouvernement a entrepris d'organiser la campagne électorale et les élections présidentielles. Sur les décisions prises par le Conseil électoral, il me semble que ce sont de bonnes décisions. C'est-à-dire que théoriquement, ce sont de très bonnes décisions. Le problème, c'est comment est-ce qu'ils vont procéder pour concrétiser et rendre efficace cette mesure. D'abord, en ce qui concerne les déplacés internes, que l'on retrouve éparpillés, disséminés dans l'ensemble des grandes villes du pays et même dans les localités des régions de l'ouest, du littoral, du centre et même dans les régions plus éloignées du pays, pour ceux qui ont pu avoir des moyens pour envoyer leur famille loin des régions voisines. Parce qu'il va falloir que ELECAM identifie toutes ces populations qui sont déplacées. Mais ce qui m'inquiète, c'est que jusqu'à ce jour, je ne vois pas de la part d'ELECAM un message à l'endroit des populations ressortissantes du nord-ouest et du sud-ouest qui auraient quitté les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui se seraient déplacées, un message les appelant à se rapprocher d'ELECAM en vue d'une identification, pour qu'on puisse les prendre en compte au moment de voter le 7 octobre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est la violation de la loi. Parce que la loi... Les sous-préfets font ce travail, puisqu'ils contrôlent ceux qui entrent. Parce qu'il faut déjà identifier. Il faut qu'ils s'identifient. Mais on ne peut pas les réinscrire. Parce que la loi ne permet pas de les réinscrire. Mais il faut pouvoir les identifier. Mais elle ne doit pas voter en dehors. La seule solution, d'après la loi, la seule solution, c'est celle proposée par le SIF, à savoir régler ce litige avant les élections. Sinon, le hold-up que M. Paul Biya prépare, le peuple camerounais ne l'acceptera pas. Alors, il y a, Edouard Fauchivet, cette question des mesures spéciales à prendre pour ces électeurs résidant dans les régions anglophones et qui ont dû se déplacer du fait de la crise et qui ne savent pas à quel sens se vouer concernant le vote le 7 octobre 2018. ELECAM, comme vient de dire le monde, ELECAM se doit normalement de maîtriser à travers maintenant les sous-préfets, puisqu'ils entrent au niveau des territoires, à savoir, quand ils entrent, il faut... Permettez à Edouard Fauchivet d'aller jusqu'au bout de son analyse. Mais finalement, vous ne vous en prie. Mais comment allez-y, Edouard Fauchivet. Quand on entre, c'est leurs alliés. On entre dans un territoire, franchement. Laissez-le s'exprimer. Vous parlez de sous-préfet. Je vous en prie, permettez. Ils sont membres de l'ECAM de sous-préfet. Je vous en prie, permettez qu'il aille jusqu'au bout de son pensée avant que vous réagissiez. Les personnes déplacées, c'est le MINAT. Je vous en prie. Mais c'est le MINAT, monsieur. Et le MINAT, et au niveau de la base du MINAT, c'est qui? C'est le sous-préfet. Mais apprenez à comprendre. Vous avez vu que la vieillesse n'est pas une bonne chose. Allez-y. Donc, quand vous voyez, par exemple, si vous prenez Tchang, et vous prenez ceux qui sont venus de où, vous voyez donc que le préfet, le sous-préfet, par exemple, de la localité, maîtrise le flux qui est entré. Et c'est donc à ceux-là de tenir informés donc les antennes rapidement pour qu'ils puissent faire ce travail de mobilisation qu'Edmond disait. C'est le MINAT qui est en charge des déplacés. Et il faut donc les comptabiliser afin de pouvoir... C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, Edmond, qu'il faut que l'ECAM se rapproche rapidement
n'est-ce pas, de démembrement de l'administration territoriale pour voir là où ils sont entrés. Vous ne pouvez pas me dire, par exemple, nous avons vu en Banga, je crois, où un jour on a vu les déplacés qui étaient secourus, encadrés par le sous-préfet. Donc ça veut dire qu'on connaît le nombre, maintenant il faut que les camps se rapprochent. La plupart sont rentrés. Oui, non, je voudrais vous répondre que sur le plan juridique, c'est impossible. On peut les recenser, oui. Mais on ne peut pas les insérer dans les listes électorales là où ils sont. Non, j'ai pas dit on peut les recenser parce qu'au sénatorial, justement, le pouvoir a déplacé les électeurs de Lébi Alem. Ils sont allés voter à Tcham. Tout à fait. En violation de la loi. Bon, maintenant, ça c'est une élection qui n'est plus sénatoriale ou municipale. Les gens doivent voter là où ils sont inscrits. Donc même s'ils sont recensés à Tcham, c'est des cas spéciaux. Si les gens sont des mesures spéciales. Mais le droit parle de mesures spéciales. S'il vous plaît. Non, les mesures spéciales dans le code électoral, il n'y en a pas. Si on les recense, ceux qui sont sortis, par exemple, de Fontaine, il faut les ramener à Fontaine parce qu'ils sont écrits sur les listes électorales de la commune de Fontaine. Chacun vote dans les listes électorales de sa commune. Moi, je suis inscrit à Bafoussam 1er, ma commune de rattachement. Vous êtes inscrit dans votre commune de rattachement. Exact. Donc, vous devez voter là où vous êtes inscrit, sauf si vous justifiez d'une affectation et vous demandez la radiation de la liste électorale de votre commune. Et c'est une mesure. Et cette mesure que vous dites, c'est quoi? Non, je dis que exceptionnel. Quand l'élection est convoquée, quand l'élection est convoquée, cette inscription n'est plus possible. Ça, c'est. On a arrêté l'inscription. Non, mais tout ne parle pas d'inscription. Le recensement des populations là, c'est bon. Mais je ne vois pas comment, en dehors de les faire rentrer chez eux, et les camps peuvent les faire voter ailleurs. Alors la question justement de faire rentrer les populations dans les régions anglophones se pose avec acuité au moment où à Buea s'est tenu un forum où des élites de cette région du sud-ouest ont rejeté la sécession et le retour au fédéralisme à 2 États. Ils ont également exhorté tous ceux qui sont des fauteurs de troubles dans le sud-ouest de rentrer chez eux. Maître Fou, Johnson, comment vous réagissez suite à ce forum qui s'est tenu du côté de Buea avec les forces vives de cette région du sud-ouest et les résolutions qui ont été prises? I hope you saw what they call elites. They are all militants of the CPDM. They were brought to Buea by 500 soldiers, They were gathered into Buea by 500 soldiers and gathered out of Buea by 500 soldiers back to Yaoundé. C'est pas la question. Let me tell you. Those people. J'arrive là. Give the answer. Let me tell you. Those people do not represent. It's not the question. It's not the question. question. Does not represent the Southwest people. Therefore, all those declarations have nothing to do with the Southwest. They were going to, those declarations are to please their master, Mr. Bia. They have nothing to do with the population of the Southwest. You need to listen to the population of the Southwest. The place that was hit first by Mr. Bia's war was Manfe. Manfe is not in the Northwest. From there to Libialem, from there to Meme, before they ever went up to the Northwest. Are you telling me that all the people that have been slaughtered in the Southwest will agree with what Mr. Musonge, who does not have legitimacy to talk on the Southwest, will listen to him? Why, if they were going to listen to him, why were they gathered by 500 soldiers? 500 soldiers escorted them to Buea. 500 soldiers escorted them back to Yaoundé. Let's be serious. Those so-called elites are militants of the CPDM who want their master to listen to the card they are playing so that they don't lose out tomorrow. Justement, Edmond Kamgia, sur ce forum de Buea, la presse a relevé des batailles de positionnement et également une déchirure au sein des organisateurs de ce forum entre ceux qui venaient de Yaoundé et ceux résidant à Buea. La perception de la crise anglophone et des résolutions sont loin d'être unanimes. Effectivement, on peut s'interroger sur le format et la composition de ce forum. D'abord, l'initiative qui est prise par le président de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, qui se découvre, enfin, qui fait émerger sa casquette politique de militant cadre du RDPC
et qui membre du comité central préside un forum où la composition des membres n'est pas inclusive. Elle n'est même pas inclusive au sein du RDPC. Parce qu'elle était exclusivement constituée des membres du RDPC, mais ne tenait même pas compte des personnes, des militants progressistes ou modérés du RDPC. Ouais. Selon nos informations, c'était Voilà. une sensibilité particulière à l'intérieur du RDPC qui s'est retrouvée là-bas. Donc, les gens ouverts, comme M. Fouchivé, par exemple, qui est progressiste au sein du RDPC, on ne pouvait pas les retrouver dans une telle assemblée. Et ça, il faut le regretter. De tenir, qu'une telle assemblée ait pu se tenir dans le contexte actuel. Et à une période où, rappelez-vous, le cardinal Toumi et ses confrères religieux, musulmans et protestants avaient proposé d'organiser la General Anglophone Conference pratiquement à la même période, c'est-à-dire fin août. Mais il y a eu une levée de boucliers des pontes du régime venant des gens du RDPC et d'autres affidés qui estimaient qu'il y a un agenda caché. Alors que le cardinal Toumi et ses confrères musulmans et protestants n'ont jamais eu d'agenda secret ou d'agenda caché. Parce que tout ce qu'ils voulaient, c'est de permettre aux anglophones du nord-ouest, ressortissants anglophones, nord-ouest et du sud-ouest, de toutes les sensibilités politiques, de se retrouver. C'est-à-dire, quel que soit le camp politique, l'opposition comme du pouvoir, et même ceux qui ne sont pas dans la politique, de se retrouver et de faire une mise à jour des résolutions prises à la All Anglophone Conference de Buea et de Bamenda, et de porter sur la table un certain nombre de revendications qui subsistent par rapport à ce qui a pu être fait. Et ce forum de Buea a-t-il permis d'avancer vers la résolution de la crise ou de régresser dans les conflits internes dans ces régions anglophones? Je crains que le forum de Buea, organisé par Peter Mafani Musonge, est davantage divisé que rassemblé. Divisé même dans le propre sud-ouest. Parce que je connais beaucoup d'élites du sud-ouest, y compris ceux du RDPC, qui n'ont pas été invités à cette assise. Je connais même, notamment, le barrister Frunso évoquait la Magno, où on trouve des personnalités importantes, que ce soit du RDPC comme de l'opposition, qu'on n'a pas vu là-bas. Par exemple, si on cherchait des gens de la société civile, on aurait pu appeler barrister Congo Mbala, on aurait pu inviter Paul Aya Abine. Oui. On ne les a pas vus là-bas. Donc c'était... barrister Achou Emmanuel, voilà. Par exemple. Donc ce n'était pas inclusif. Même justement. Donc, la réponse véritable à ta question, c'est que ça nous a éloignés de la solution au problème anglophone et même au problème camerounais. Le président de la commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui organise un forum de Buea non inclusif, selon des analyses de fait ici, est-ce que cela augure d'une volonté de résoudre la crise, selon vous, Maître Lavoisier-Sapie? Pas du tout, parce que je suis assez surpris du comportement de M. Musonge. Il vous souvient que M. Musonge, disait-il à la demande du président de la République, a sillonné les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest, a recueilli les propositions de la population de la base et a signé un mémorandum qu'il a adressé au chef de l'État. Dans ce mémorandum, notamment, le président, M. Musonge, disait au chef de l'État que les anglophones demandent la libération de tous les anglophones qui sont détenus à la prison de Kodengui et ensuite qu'il institue un dialogue inclusif avec les anglophones. Alors, il y a de nombreux ressortissants du sud-ouest qui ont été arrêtés, transférés à Konegi, qui n'ont jamais été jugés depuis 2016. J'en sais quelque chose parce que je défends beaucoup parmi eux. Ensuite, le dialogue que Musonge lui-même a proposé au chef de l'État, comment arrive-t-il à ce que, pratiquement un mois après, il organise une autre conférence où cette fois-ci, il ignore le nord-ouest et ensuite, il ne fait plus état des propositions qu'il a déjà formulées au chef de l'État dans cette résolution. Ça veut dire qu'il se contredit. Ça veut dire, en fait, M. Musonge se comporte comme quelqu'un qui est manipulé. Je ne sais pas quelle force. Parce que s'il se dit élite anglophone, il ne saurait tenir une conférence de ressortissants. Élite sud-ouest. Élite anglophone. Il ne saurait tenir une conférence dans le sud-ouest en écartant le nord-ouest. Et ensuite, lorsque vous voyez un monsieur comme le maire de Buea, M. Ekema, qui est poursuivi en justice parce qu'il a fait un faux diplôme, un faux GC Advanced Level pour entrer à l'université et qui sera jugé et condamné probablement
Vous comprenez donc l'agitation d'un monsieur comme celui-là, qui est faussaire selon la justice, et puis qui fait face à la justice pour les faux diplômes qu'il a obtenus. Il a tout intérêt à s'agiter. Il a tout intérêt à s'agiter. Faussaire selon vous, parce que il est selon la justice de Buea et la justice de la présomption d'innocence. Il ne mérite même pas de diriger cette mairie. Il faut préciser qu'il jouit de la présomption d'innocence. Oui, il ne mérite même pas de gérer cette mairie. Donc je voudrais dire que, en conclusion, que le forum de Buea a été vraiment quelque chose d'assez grave. C'est de l'huile que certaines personnes, je dis bien certaines personnes, sont en train de jeter dans la crise anglophone au lieu de chercher les vrais. Après ce forum de Buea, il y a eu des femmes qui se sont rassemblées, toujours à Buea, pour appeler toutes les parties à cesser le feu et à être favorables à une rentrée scolaire dans la paix, afin que les enfants puissent retourner à l'école. Une rentrée scolaire, c'est la deuxième année de crise anglophone, et il y a des attentes énormes pour assurer le droit à l'éducation des enfants. Oui, est-ce que ce forum a permis de pouvoir garantir ce retour des enfants à l'école dans ces régions du sud-ouest et du nord-ouest? Nous allons nous retrouver presque autour de ces termes, nous aurons presque les mêmes visions. Si j'interroge les thèmes de la bonne gouvernance au Cameroun, le vivre ensemble et la paix sont deux ingrédients. Et il n'est pas concevable que, à la recherche du vivre ensemble, qu'on puisse faire une réunion où on exclut une partie, alors que ce problème devrait être traité globalement. Je crois que il faut dire autour de la table, je crois qu'ils ont voulu faire un traitement politique de ce dossier, afin de se soustraire au problème du Nord-Ouest, alors que c'était un problème qui devait être traité dans la globalité. Au niveau maintenant social de la chose, ça sera très difficile de comprendre quand on dit que ceux qui ont apporté le désordre sortent. Et nous parlons, je viens de questionner le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça veut dire que les Bamileke sortaient, par exemple. Donc, on va encore revivre cette difficulté. Non, je crois que, comme nous avons dit autour de la table, il faut trouver rapidement une solution pour que nos frères, ne serait-ce que puissent voter, mais pas mettre de l'huile. C'est tard. Merci. Oui, même si c'est tard, je dis il faut. Merci, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci Edouard Fauchivet, militant du RDPC. Merci Edmond Kanga, qui est consultant éditorialiste également à la Nouvelle Expression. Merci Maître Frou Johnson d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et analyste politique. Merci Maître Lavoisier Sapi, avocat au barreau du Cameroun et conseil du SDF, également cadre politique du SDF. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci également de rester sur Equinox Télévision.